Bonsoir, nous sommes à Berne pour un nouveau podcast du site cyclingpro.net. On va pas faire le bilan du Tour aujourd'hui, on va peut-être simplement débriefer un peu malgré tout. Après ces étapes, on peut dire que l'idée générale s'est faite. Pour en parler ce soir avec nous, Antoine Plouvin, fondateur du site cyclingpro.net, Armelle Lebescon, de la revue Planète Cyclisme, et Julien Prétot de l'agence Reuters, et moi-même Gilles Leroc. Messieurs, plus je discute avec nos confrères journalistes de tout pays d'ailleurs, pas simplement les Français, plus je sens une sorte d'ennui. C'est-à-dire que c'est pas un tour qui nous emballe vraiment. Philippe Bouvet du journal de l'Équipe, qui pour le coup a beaucoup de références historiques derrière lui, me disait que ce Tour de France 2016 est selon lui l'un des 2 ou 3 plus faibles de ces 30 dernières années. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Armelle ? C'est sévère, mais le constat est là, effectivement, puisqu'on retrouve sur la boîte après, derrière Froome, Mollema et Adam Jens. Donc il y a une vraie déception par rapport aux attentes qui ont été émises avant le Tour de France. On attendait monts et merveilles déjà du clan français, pas forcément pour les mettre sur la boîte, à part Thibaut Pinot, oui, ici sur une place de 2 et 3, mais en tous les cas, les voir gagner des étapes, parce qu'il y a ce sentiment aussi français. Alors, tu as été sondé, sans doute, Gilles, des journalistes aussi à l'international, alors c'est encore un autre débat. Mais du côté français, on attendait des victoires d'étapes et d'en placer un sur la boîte Thibaut, et ensuite voir des Romain Bardet dans le top 10, et puis éventuellement un troisième. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que Bardet qui répond à l'attente. Maintenant, au niveau à l'international, Aru est à la 10e place aujourd'hui. On ne l'a pas beaucoup vu. Après, on a du Daniel Martin, du TJ Van Garderen. Ouais, alors, ça n'a pas été extraordinaire avec ces coureurs. Voilà, ça n'a pas été extraordinaire, c'est vrai. Antoine, on se disait ça déjà l'autre jour quand on était à Caverne Pont d'Arc pour le contre-la-montre. Tous les jours, la lutte pour la victoire d'étape est plutôt intéressante, avec des sprints très serrés ou des belles échappées de Greg Van Avermaet, Cummings et quelques autres. En revanche, la lutte pour le maillot jaune est pour le moins ennuyeuse. Est-ce que tu partages toi aussi ce point de vue concernant, je parle du maillot jaune, parce que ça va être le thème un peu ce soir. Oh bah oui, de toute façon, je pense pas qu'on trouvera quelqu'un qui a un avis vraiment contraire. Le Tour est parti mollement. C'est peut-être une question de dynamique. Le Tour est parti mollement de Mont-Saint-Michel, je crois que c'est resté en fait. La dynamique molle est restée. On est comme tout le monde, on attend que Quintana attaque. Armelle a cité des noms pour illustrer le fait que peut-être le classement général reflétait le manque d'attaque. Bon, je sais pas si ça vaut vraiment le fait de citer ces noms, ça veut vraiment dire qu'il n'y a rien eu. Le fait est qu'il n'y a rien eu, c'est tout. Je veux dire, on aurait pu avoir Contador à côté Quintana ils n'ont pas attaqué, personne n'a attaqué. C'est ça la vraie chose, c'est que personne n'a attaqué. Personne n'a attaqué dans les Pyrénées, personne n'a attaqué au Ventoux. L'étape de Culose, moi, elle m'a vraiment, vraiment déçu parce qu'il y avait une journée de plaine avant et il y avait une journée de plaine après. Donc c'était parfait. Il n'y avait pas le risque de payer le lendemain une éventuelle attaque. Personne n'a attaqué. Quintana, on l'a vu tout à l'heure, il a dit qu'il avait un plan à Culose. Bon, j'ai un peu de mal à percevoir le plan. Il y avait Nelson Oliveira, Yannis Aguirre devant. Très loin devant avec l'échappée qui avait l'air plutôt de jouer l'étape finalement. Valverde qui suit un peu Aru, c'était assez timide. Ça, soit c'est un avis de faiblesse, soit de Quintana, soit il y a aucune cohésion dans l'équipe Movistar et du coup ça fait que Quintana c'est un peu le chef de l'opposition, il n'attaque pas et du coup derrière il y a personne qui attaque quoi. Julien. Cela dit, je reconnais à Julien Prétot le mérite d'avoir dit bien avant le départ du Tour que Froome allait le gagner. Bon, alors pour le coup, c'est lui qui a raison en ce moment, mais pour quelle raison est-ce que les adversaires de Froome sont à ce point inhibés depuis le départ du Tour ? Moi, je pense que le problème, c'est pas Froome, le problème, c'est même pas Sky, le problème, c'est ce qui est devenu le vélo aujourd'hui, c'est que le Tour déjà phagocyte tout. On va prendre des risques sur la Vuelta, on va prendre des risques sur le Giro pour le gagner et éventuellement le perdre. Sur le Tour, les équipes peuvent pas se permettre ça. Enfin, je pense que les sponsors vont s'accrocher à une 6e place, une 7e, une 8e place, 5e place sur le Tour. Et aujourd'hui, attaquer Sky, c'est aussi très très compliqué. C'est l'équipe qui a le plus d'argent, c'est l'équipe qui a la meilleure équipe. Enfin, c'est l'équipe qui a la meilleure formation sur le Tour. C'est dur d'attaquer Sky et on peut pas demander non plus trop de spectacle. Et d'un autre côté, demander est-ce que les coureurs y aillent au pain et à l'eau. Donc je pense
la conséquence du net, je pense, ralentissement du dopage dans les 4, 5, 6 dernières années, elle est là aussi. Elle est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, attaquer le train Sky, c'est très, 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 très dur. Alors ça ressemble malheureusement à une course de watts. Voilà. Si on prend le Team Sky coureur par coureur, c'est le Team Sky qui a le plus grand nombre de watts. Et je dois dire que quand on va par exemple Wout Poels rouler comme il le fait dans l'école, ça va être sans doute un petit peu démoralisant pour tous ceux qui sont déjà bien contents de suivre. C'est vrai qu'on ne peut pas attendre de Mollema et de Yates qu'ils bougent quoi que ce soit. Ils sont déjà tellement surpris eux-mêmes d'être deuxième et troisième qu'ils ne vont rien faire pour être premier. Ça serait prendre le risque de perdre ces deux places-là. On parlera de Movistar plus tard. Bardet fait un beau tour, il est à sa place, 6e. On lui souhaite de rentrer dans le top 5, parce qu'à la limite, il attaque de temps en temps. Van Garderen et Porte sont dans un combat perso où Porte n'a qu'une envie, simplement de terminer devant Van Garderen. Et je pense que c'est ce qu'il fera, en tenant compte de sa minute 45 de retard dès le deuxième jour. Et puis Daniel Martin fait du Daniel Martin très fort pour commencer, et il s'épuise progressivement. Est-ce que vous pensez, parce que le cyclisme c'est aussi une histoire de tempérament, est-ce que vous pensez que dans ces coureurs-là, ceux qu'on vient de citer, il y en a qui sont capables d'oublier leur watt, leur capteur de puissance, le SRM, pour avoir un coup d'éclat et un coup de génie qui pourrait au moins les faire progresser dans le classement? Armel. Moi j'aimerais bien voir quelque chose avec Fabio Aru. Voilà, qui est 10e et qui est plutôt un attaquant. Je pense que Bardet va tenter, c'est évident, il tentera quelque chose, pas n'importe où, parce que faut pas être très bon un jour et puis le lendemain prendre un éclat. Il faut rappeler quand même qu'on va être sur un volet d'étape hyper difficile dans les Alpes. Et beaucoup pensent aussi au niveau des directeurs sportifs, c'est ce qui lâchait aujourd'hui dans cette journée de day off, le fait que le tour serait sans doute bouclé vendredi soir. C'est-à-dire que samedi, étape à nouveau en montagne, mais ce seraient des positions figées. Alors, qui va passer à l'attaque, à part Aru, Bardet, c'est vrai que les autres... Van Garderen est un diesel, donc ça, j'y crois pas trop. Il faut marier les directeurs sportifs qui parlent du tour qui serait terminé vendredi, ils n'ont toujours pas commencé. Enfin bon, ça c'est encore autre chose, mais voilà. La clé c'est Quintana, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors on en parlait l'autre jour, Quintana a sans doute raté sa préparation, 4 jours de course avec la route du Sud avant le tour. On l'a fait courir à contre-emploi, c'est-à-dire en se battant toujours dans la plaine, alors qu'il aurait très bien pu être beaucoup moins dispendieux de son énergie. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le Ventoux, il a mis 2 pétards mouillés, il a pris 12 mètres, il a reculé, il n'a pas attaqué depuis. Est-ce que finalement, c'est pas ça le problème du Tour de France cette année, Antoine? C'est-à-dire 2 équipes qui étaient supposées être les plus fortes pour tout dominer, et finalement, il n'y en a qu'une. Oui, mais moi je pense que le problème il est surtout dans la tête, parce qu'on dit Sky ils sont très forts, mais on les a jamais testés, notamment sur l'étape de Culoz. Bon, Poels c'est énorme, ça c'est un avis unanime. Poels c'est vraiment énorme, c'est peut-être celui qui a montré le plus, même peut-être plus que Froome. Alors dans un rôle d'équipier, donc forcément c'est moins glorieux, mais il a été énorme. Mais il n'y a que lui finalement, parce que bon, Henao, c'est sûr c'est une grosse équipe sur le papier, mais Henao il a pas extraordinaire. Landa, l'étape de Culoz il a quand même été lâché en même temps que Geoffrey Soupe. C'est assez significatif. Il y a Resnieve. Mais moi j'ai l'impression que cette équipe Sky, en fait, on ne sait pas ce qu'elle vaut, parce qu'elle n'a jamais été attaquée, elle n'a jamais été mise à l'épreuve. Oui, on a attendu l'étape de Culoz, qui était vraiment pour moi une excellente journée pour attaquer, parce que comme j'ai dit, il y avait journée de plaine avant-après, c'était un terrain toujours en prise, vraiment difficile, ça pouvait être une étape vraiment difficile. On n'a jamais testé les Sky, jamais une seule attaque, rien du tout. Donc pour moi, le problème c'est dans la tête, quoi, parce que on a l'impression que Sky, ils ont l'air tellement énormes qu'ils font peur à tout le monde, mais sauf qu'en fait on ne sait pas ce qu'ils valent vraiment. Là c'est un petit peu raide quand même, parce que c'est vrai qu'ils courent toujours de la même façon et qu'ils n'ont pas été attaqués par leurs principaux rivaux. Mais quand Thibaut Pinot attaque dans le Tourmalet, bing, il vise, il reste 4 cols derrière et ils font toute l'étape à bloc. Quand il y a Van Avermaet qui repart dans l'étape de Payol, de nouveau maillot jaune, il aurait eu plein de minutes d'avance, hop, il vise. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'attendre qu'on les attaque, que les principaux rivaux les attaquent pour rouler, ils roulent tout le temps. Et ils mettent un niveau de puissance et de watts qui va vraiment contraindre le peloton à rouler vite tout le temps. On l'a vu hier, ça roulait quand même à 47 de moyenne. Est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de rouler aussi longtemps derrière Tony Martin? Alors, Tony Martin ne représentait aucun danger. Julien? Oui, je suis d'accord avec Antoine, il y a peut-être un petit complexe Sky, que je me rappelle l'étape du Ventoux, quand Gerrans tombe et qu'il entraîne avec lui dans sa chute Stannard et je crois Luke Rowe. On voit Froome demander au petit peloton de s'arrêter, et
Alors Valverde gueule, Valverde s'énerve, Valverde jette son bidon, mais Valverde arrête de rouler. Donc ça c'est quand même que Froome le demande. Bon, ça me choque un peu, mais en même temps, moi, il essaye. Et puis si personne ne bouge derrière, tant pis pour eux. Enfin ça c'est voilà. Je pense que Movistar c'est une équipe un peu mollusque, une équipe qui a pas de, dans le sens où elle a pas de colonne vertébrale, elle a pas les reins solides psychologiquement. Ils sont contents de faire 2 et 3 ou 4 et 5 ou 2 et 3. Enfin peu importe les combinaisons. Voilà. Après. Armel disait j'attends que de Fabio Aru qu'il attaque, mais il peut attaquer, il est à plus de 5 minutes aujourd'hui, donc pour lui c'est déjà terminé. De toute façon pour la plupart des adversaires de Froome c'est déjà terminé. Qui on peut retrouver sur le podium s'ils attaquent évidemment Quintana, Valverde ou Bardet, ce sont les seuls je pense. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Pendant des années, on a pesté contre un cyclisme devenu inhumain avec un dopage à tous les étages. Et pour finir, une fraude technologique qui semble avoir été bien verrouillée cette année. Je pense que dans le scénario de ce tour-là, on a tellement parlé de la difficulté de la 3e semaine depuis que Christian Prudhomme a présenté le parcours en octobre, que les gars ont focalisé là-dessus. Comme si ça servait à rien de faire les 2 premières semaines finalement, sachant que la 3e semaine ne fait que commencer. Est-ce qu'il était judicieux de mettre autant de difficultés dans un parcours comme celui du Tour de France cette fois-ci, quand on demande en même temps aux coureurs de faire tellement d'efforts pour être, je déteste le terme, clean? Est-ce qu'il était nécessaire de mettre autant d'étapes difficiles quand le but du jeu c'est aussi d'avoir un spectacle? Trop de difficultés tue la difficulté. Julien? Ouais, je suis d'accord. Là, on cherche le spectacle. Alors surtout, il y a ce fantasme de Christian Prudhomme qui est que le Tour se décide la veille de l'arrivée à Paris ou l'avant-veille dans le pire des cas. Donc l'année dernière, il y avait un peu résisté, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la première semaine du Tour, c'était Interville. Il y avait des pièges, il y avait 57 pièges par étape. Le Tour était fini après la première semaine. C'est-à-dire que Quintana avait déjà pris 3 minutes, quasiment. Et cette année, tout est concentré quasiment. Donc on a eu une première semaine où c'était un peu une semaine à l'ancienne, quoi. Sprint, Cavendish, ce qui est bien, c'est une belle histoire, Cavendish. Et là, tout est concentré dans la dernière semaine. Enfin là, les 4 jours à venir, moi, je vais même pas donner un coup de pédale, j'en ai peur, quoi. Antoine? Moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Armel. Tu as dit qu'il y avait les directeurs sportifs qui disaient que vendredi serait fini. Alors ça c'est vraiment marrant en un sens parce que j'étais chez Movistar juste avant et en fait on disait on peut rien faire avant samedi parce que avant il y a des étapes compliquées donc on risque de le payer un peu après donc oui alors clairement la concentration comme ça de montagne à la fin elle risque de tuer le spectacle, ça c'est sûr, ça se voit, on l'a vu aussi au Giro. Giro c'était ça, tout le monde. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent on a eu un beau Giro. Donc Vélo Pro on y était, c'était long. Honnêtement la deuxième semaine c'était long. Alors il y a eu un super final effectivement, Nibali qui prend alors c'était aussi un peu du hasard parce que Kruijswijk est tombé, c'était un peu inattendu, il dominait, mais tout s'est joué à la dernière minute parce qu'en fait tout était concentré avant et du coup quand c'est comme ça on attend un peu la fin. Le niveau est tel que maintenant c'est vrai que cette vieille formule déjà d'avoir alors c'est le terrain qui veut ça aussi, mais d'avoir des étapes concentrées, 3 étapes pyrénéennes, 3 étapes alpestres à la fin, ça inhibe un peu le spectacle parce que chaque fois qu'il y en a un qui attaque, il a peur de le payer le lendemain. Donc il reste que la dernière étape en fait qui vaut quelque chose. Donc c'est compliqué. Puis oui, ça c'est clair, la course au spectacle pour mettre plein de difficultés à la fin, et c'est pas que dans les grands tours, c'est aussi vrai dans des classiques. Elle a plutôt tendance à tuer le spectacle avec le cyclisme qu'on voit où le niveau s'est vraiment élevé, le niveau des équipes qui fait qu'on peut contrôler et puis voilà, les meilleurs s'expriment à la fin, c'est tout. Avant il faut cadenasser, ça c'est pas bon pour le spectacle. Alors le spectacle, puisqu'il est question de ça, c'est vrai que Christian Prudhomme fait un tour pour la télé, c'est-à-dire qu'il faut ménager le suspense, c'est-à-dire qu'il faut garantir des images, il faut que les 3 semaines soient enrichissantes. La vie globale, c'est que si les 3 derniers jours sont enrichissants, jusqu'à maintenant on s'est bien ennuyé. N'en déplaise à certains coureurs qui m'ont lu hier sur le site Vélo Pro et qui m'ont fait savoir par Twitter qu'ils n'étaient pas très satisfaits. Malgré tout, messieurs, même si vous roulez fort, même si ça roulait très vite hier, 47 à l'heure, même si vous êtes évidemment admirable depuis le départ jusqu'à l'arrivée, j'ai envie de dire toute l'année, malgré tout, je tiens à vous le dire, on s'ennuie. D'après vous, d'après toi Armel plutôt, quelle décision faudrait-il prendre aujourd'hui pour que le cycliste arrête de se courir de cette façon-là? C'est un tour d'épicier.
On le voit bien, les directeurs sportifs, ils vont rien faire pour perdre une 3e place et pour perdre les points. Si Bardet a envie d'attaquer, je veux presque croire que Vincent Lavnier est en train de lui dire déjà « Attends, fais gaffe parce qu'on n'a pas beaucoup de points World Tour, il faut peut-être faire en sorte d'assurer cela. » Voilà. Quelle décision faudrait-il prendre aujourd'hui pour que le cyclisme redevienne spectaculaire pour que le Tour de France redevienne spectaculaire comme le peut l'être une classique. Je vais vous donner une piste. Pour moi, il faudrait que les équipes soient réduites à 7 ou 8 coureurs. Alors, il y avait ce débat, effectivement, de réduction de coureurs. Pour l'instant, ils sont à 9 sur les grands tours. Alors, les réduire à 7 coureurs, je pense que c'est déjà une première solution. Le débat sur les oreillettes, voilà, ça aussi, on sait très bien que c'est un frein à une course haletante, palpitante, en tous les cas, quelque chose de décousu. Et après, est-ce que... Alors, il faudra aller chercher... Sur le parcours, je sais que moi, pour revenir à la question précédente, je voudrais rebondir là-dessus aussi. Thierry Gouvenou, c'est une question que je lui ai posée en interview juste avant le Tour, et il me disait, ce Tour de France sera ma jauge, pour savoir si effectivement il n'est pas trop difficile. Alors, je rappelle en plus que le Mont Ventoux a été quand même raboté de 6 km. Et donc, je pense qu'il y aurait sans doute plus d'écart aujourd'hui. Hein. Alors, voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut revoir, mais on a eu des tours qui étaient moins difficiles. Il n'y avait pas plus non plus de suspense, ou en tous les cas de spectacle. Voilà. Bon, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on s'est quand même prodigieusement emmerdé devant l'Euro. Alors, le football, au moins, ne fait pas concurrence. Mais malgré tout, on rentre dans une ère où le sport devient un peu trop calculé. Julien. Ouais, alors... Moi j'ai lu un truc aujourd'hui ou hier, je sais plus, hier je crois, c'est une proposition qui émanait de Nicolas Fritsch qui suggérait de mettre des secondes de bonification au col intermédiaire. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais ça me paraît être une idée de toute façon intéressante. 20 secondes, j'en sais rien, 20, 15, 10 secondes, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il aurait peut-être gagné le Tour parce qu'il était bon pour les massifs intermédiaires, pas pour les derniers. À toi, Antoine. Moi, je suis assez favorable aussi à cette idée de réduire les coureurs. Pourtant, j'étais pas au début, mais en fait, il y a un truc qui m'a un peu changé mon avis, c'est quand Cancellara a gagné le Tour des Flandres en 2014, je crois, parce qu'il avait expliqué qu'en fait, il avait pas du tout ce plan-là quand il a gagné. Et il avait vraiment l'idée de canasser la course, et puis tous ses coéquipiers sont tombés. Enfin, presque tous. Et il s'est retrouvé avec beaucoup d'éthiques. Il avait dû attaquer. Et finalement, ça avait provoqué une super course. Alors, malheureusement, ce que j'en ai retenu, c'est que peut-être quand il y a moins d'équipiers, ça peut libérer un peu plus la course. Ce que j'en ai retenu aussi, c'est que c'est aussi une question de circonstances, des fois. Et ça, là-dessus, malheureusement, je prends l'exemple du Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, souvent, il est canassé ces dernières années. Pas toujours, mais souvent, il l'est. Alors qu'avant, une semaine avant, Harelbeke est souvent une course assez ouverte, qui vraiment, on prend souvent du plaisir. J'ai peur que le problème, ce soit un peu l'enjeu. Hein. C'est l'enjeu qui inhibe un peu tout le monde. Et là-dessus, j'avoue que j'ai pas d'idée sur quoi faire. Effectivement, moi, j'aime bien aussi l'idée de bonification au col. Mais le problème, c'est l'enjeu. Hein. C'est une école. Hein. Je pense que c'est surtout apprendre aux coureurs à dire, peut-être à réviser les points du World Tour pour faire qu'une 3e, une 4e place, ça vaille moins. Et que du coup, on motive un peu plus les coureurs à jouer pour la gagne. C'est vraiment une question de mentalité, je pense. Alors ça tombe bien que tu parles de mentalité, Antoine, parce qu'aujourd'hui, avec mon compère François Thomason, on est allé voir Julien Alaphilippe, et en termes de mentalité, ça se pose là. C'est un vrai petit moment de fraîcheur, cette journée de repos étouffante, dans cette horrible ville qu'est Berne. Et voilà, c'est un gamin qui n'utilise pas... Je pense qu'il est le SRM et il le porte quand même, mais c'est un gamin qui ne regarde pas son SRM ni en course ni à l'entraînement. Voilà. Et ces derniers jours, je pense qu'il a montré des trucs très rafraîchissants, même si hier, évidemment, c'était peut-être pas la peine d'aller faire 180 bornes avec Tony Martin. Mais voilà, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. C'est basique, mais ça fait vraiment plaisir. Bon, puisqu'on est au pied des plus grandes difficultés de Tour de France qui canalise toute l'attention des coureurs depuis des mois. On va se lancer dans un pronostic. Partant du principe que Froome a de grandes chances de gagner le Tour, sauf incident. D'après vous, qui finira sur le podium ? Alors, pour ce qui est plausible, c'est ceux qui sont encore jusqu'à 4 minutes de Froome, donc jusqu'à Richie Porte. Alors, Mollema, Yates, Quintana, Valverde, Bardet et Porte. Alors, je vais me lancer, parce qu'après tout, on est charité bien ordonnée, on commence par soi-même. Je pense très sincèrement que le deuxième sera Richie Porte,
puisqu'il se contente de suivre Froome quand il attaque et de temps en temps il le relaie en n'oubliant pas qu'il est son meilleur lieutenant, toujours. Et que le troisième sera Valverde, parce qu'il n'a qu'une envie, c'est d'être devant Quintana. Julien. Alors moi aussi j'ai qu'une envie, c'est d'être devant Quintana, mais je vais pas finir troisième du tour. Non, je pourrais rester sur ce que j'avais dit au début du tour, c'est-à-dire Froome, Quintana, Porte, mais je vais dire Froome, Porte et Bardet. Antoine. Moi, je continue. Ça me paraît compliqué pour Quintana de gagner. Moi, j'en avais fait mon favori au départ. Donc on va prendre Froome. Quintana 2, parce que moi, je pense toujours qu'il a les jambes pour gagner. Hein. Pour moi, c'est vraiment une question dans la tête, et puis son équipe aussi qui l'aide pas, qui suit pas. Il joue le classement par équipe sans le dire. Et Valverde, ils veulent quand même. Si Valverde se sacrifiait pour Quintana, il serait pas là. On voit pas un Sky juste derrière. Hein. Donc non, moi je dirais 1 Froome, 2 Quintana et 3. Valverde, justement, parce que Valverde, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de se sacrifier pour Quintana. Armel. Moi, je serais assez d'accord avec Julien. Je prendrais Froome en 2 Porte et en 3 Bardet. Parce que je pense qu'il est bien aidé, notre ami Porte, par Froome. Et il va se passer un truc avec Bardet, je lui fais confiance. Je dois dire que dans un tour où les Français sont passés à la trappe, Thibaut complètement, le pauvre, parce qu'il est malade et il est souffrant pour un moment, je pense. Barguil qui est décevant, mais peut-être qu'il devrait apprendre à gagner des courses intermédiaires avant de tout miser sur le Tour de France. Pierre Rolland, parce que c'est le plus énigmatique des coureurs et qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix d'équipe. C'est peut-être la chance de Bardet, justement. Voilà. Bardet mérite quelque part d'être un numéro 1 un jour dans sa carrière, et qu'il le soit cette année sur le podium en tant que numéro 1 français. Ce serait formidable pour lui s'il le mérite vraiment. Donc on se retrouve samedi, si possible, le soir de Jouplane, qui est le col le plus monstrueux que je connaisse en France. Ou bien par les réseaux sociaux, vous saurez à quel moment on vous convoque. Tout dépendra de la course, pour ne rien vous cacher. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus en ce jour de repos faire ce podcast.